La théorie des dominos a été en vogue pendant la période de la guerre froide. Le contexte était celui d'une rivalité idéologique intense entre l'Union soviétique et les États-Unis, chaque superpuissance se présentant comme porteuse et déterminée à promouvoir une idéologie universelle, notamment à travers le changement des systèmes politiques nationaux et par conséquent des alliances en cours. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi la théorie des dominos, utilisée dans les médias pour expliquer la recrudescence des coups d'État en Afrique, n'est sans doute pas la bonne et quelles sont les vraies raisons qui expliquent les coups d'État. La théorie des dominos est une théorie qui affirme que le basculement idéologique d'un pays en faveur du communisme entraînerait le même changement dans les pays voisins, selon un effet domino. Cette théorie a été utilisée par les États-Unis pour justifier leur intervention dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient. L'origine de cette théorie remonte à 1954 lorsque le président américain Dwight Eisenhower prononce une conférence de presse sur la situation au Vietnam. Il déclare « Vous avez une rangée de dominos dressés et si vous faites tomber le premier, il y a une certitude que le dernier sera renversé aussi. Ainsi, on parviendra au début d'une désintégration qui aura de très profondes conséquences. » Il fait ainsi référence à la menace communiste qui pèse sur l'Asie du Sud-Est où la France est en train de perdre la guerre d'Indochine face au Vietnam, soutenue par la Chine et l'URSS. La théorie des dominos devient alors un élément de la doctrine de l'endiguement qui vise à empêcher la propagation du communisme dans le monde. Les États-Unis s'engagent ainsi dans la guerre du Vietnam qui durera jusqu'en 1975 pour soutenir le régime pro-occidental du Sud-Vietnam contre le régime communiste du Nord-Vietnam. Ils craignent en effet que si le Vietnam tombe sous l'influence du communisme, les pays voisins comme le Laos, le Cambodge, la Thaïlande ou l'Indonésie suivent le même chemin. La théorie des dominos a-t-elle été vérifiée par les faits? Pas vraiment. Si le Sud-Vietnam, le Cambodge et le Laos sont effectivement tombés sous le contrôle des communistes en 1975, les autres pays de la région n'ont pas suivi. Au contraire, certains pays comme la Chine ou le Vietnam se sont même opposés entre eux, montrant que le bloc communiste n'était pas monolithique. De plus, la motivation des acteurs n'était pas seulement idéologique, mais aussi nationaliste. La théorie des dominos a donc été critiquée comme étant une simple propagande pour justifier l'interventionnisme américain. La théorie des dominos a-t-elle encore un sens aujourd'hui? On peut dire qu'elle a été reprise en sens inverse par certains néoconservateurs américains qui ont défendu l'idée d'une démocratisation du Moyen-Orient qui commencerait par l'Irak, puis s'étendrait à toute la région. Cette idée a été avancée pour justifier la guerre en Irak en 2003 qui visait à renverser le régime dictatorial de Saddam Hussein et à instaurer un régime démocratique. On peut aussi évoquer la succession de révolutions qui ont secoué le monde arabe en 2010-2011, connues sous le nom de printemps arabe, qui ont été comparées à un effet domino. Toutefois, ces exemples montrent aussi les limites de la théorie des dominos qui néglige la diversité et la complexité des situations locales. En effet, la guerre en Irak n'a pas entraîné une vague de démocratisation dans la région, mais plutôt une instabilité et un chaos qui ont favorisé l'émergence de groupes terroristes comme Daesh. Quant au printemps arabe, il n'a pas abouti à une transition démocratique partout, mais plutôt à des contre-révolutions ou à des guerres civiles dans certains pays comme la Syrie ou la Libye. On peut essayer d'expliquer les coups d'État en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Niger par la théorie des dominos, en inversant la logique. Au lieu du communisme, on pourrait parler du coup d'État comme d'un phénomène contagieux qui se propage d'un pays à l'autre selon un effet domino. Cette hypothèse pourrait s'appuyer sur les similitudes entre ces pays qui sont tous des anciennes colonies françaises qui ont connu des crises politiques, économiques et sécuritaires et qui sont confrontés à des mouvements sociaux et à des contestations de la légitimité des dirigeants. Selon cette hypothèse, le premier domino serait le Mali où les militaires maliens ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta après des manifestations contre sa réélection contestée et son incapacité à faire face à la crise sécuritaire. Cette situation aurait contribué à la survenue d'un nouveau coup d'État au Mali dans la foulée du premier et donné quelques idées aux militaires guinéens, burkinabés, puis à ceux du Niger de s'emparer du pouvoir. À l'évidence, cette hypothèse présente plusieurs limites. D'abord, elle néglige les spécificités de chaque contexte national qui peuvent expliquer les motivations et les modalités des coups d'État. Ensuite, elle ignore les facteurs externes comme l'influence des puissances régionales ou internationales ou le rôle des organisations sous-régionales comme la CEDEAO. Enfin, elle ne prend pas en compte les conséquences des coups d'État qui ne sont pas forcément identiques ni souhaitables pour les populations concernées. La théorie des dominos est une théorie simpliste
et réductrice qui ne rend pas compte de la réalité politique. Elle peut servir à légitimer des interventions extérieures, mais elle ne permet pas de prévoir les conséquences de ces interventions. Elle peut aussi être contredite par les faits qui montrent que les pays ne sont pas des dominos qui tombent les uns après les autres, mais des acteurs qui ont leur propre histoire, leur propre culture et leur propre volonté. Il y a au moins 3 raisons qui peuvent expliquer la recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le premier est le dévoiement des principes démocratiques par les chefs d'État en place. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'était fait réélire en 2018 dans des conditions contestées, en imposant une réforme constitutionnelle controversée, en négligeant la crise sécuritaire qui frappe le pays depuis 2012 et en faisant face à des accusations de corruption et de népotisme. Ces pratiques autoritaires ont provoqué le mécontentement et la colère d'une grande partie de la population qui a manifesté massivement à partir de juin 2020 pour exiger sa démission. Ils ont aussi créé des dissensions au sein de l'armée qui a fini par renverser le président Keïta le 18 août 2020 sous le commandement du colonel Assimi Goïta. Le coup d'État a été soutenu par une partie de l'opposition et de la société civile malienne qui espère une transition vers une meilleure gouvernance. Dans le cas de la Guinée, l'absence de respiration démocratique est un facteur qui a conduit au coup d'État. Par respiration démocratique, on entend le renouvellement régulier et pacifique des dirigeants politiques par des élections libres et transparentes, ainsi que le respect des droits et des libertés fondamentales des citoyens. Or, en Guinée, le président Alpha Condé a violé ces principes en modifiant la constitution pour se maintenir au pouvoir au-delà de la limite des 2 mandats. Il a aussi réprimé les manifestations de l'opposition, arrêté des activistes politiques, restreint la liberté de la presse et truqué des élections. Ces pratiques autoritaires ont provoqué un mécontentement et la frustration d'une grande partie de la population qui a perdu confiance en la démocratie et en la légitimité du président Condé. Elles ont aussi créé des tensions au sein de l'armée qui a fini par renverser le président le 5 septembre 2021 sous le commandement du colonel Mamadi Doumbouya. Le coup d'État a été accueilli avec joie par de nombreux Guinéens qui espèrent une transition vers une véritable démocratie. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a violé les principes démocratiques en ignorant les revendications sociales et économiques de la population, en échouant à résoudre la crise sécuritaire qui menace le pays depuis 2015 et en faisant face à des accusations de corruption et de favoritisme. Ces pratiques ont provoqué le mécontentement et l'indignation d'une grande partie de la population, ce qui a constitué un terreau fertile pour le coup d'État. Le cas du Burkina Faso est un cas symptomatique de l'échec de la démocratie en Afrique. Qu'il vous souvienne, la révolution populaire qui a conduit au départ de Blaise Compaoré du pouvoir en 2014. Il s'agit d'une insurrection populaire qui a commencé le 28 octobre 2014 par une série de manifestations massives dans plusieurs villes du pays. Elle s'est produite en réponse à la tentative du président Compaoré de modifier la constitution pour se représenter pour un 5e mandat après 27 ans passés au pouvoir. Les manifestants soutenus par l'opposition politique, les mouvements de la société civile et les syndicats ont exprimé leur ras-le-bol face à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la pauvreté et à l'insécurité qui caractérisait le régime de Compaoré. Ils ont aussi revendiqué le respect de la mémoire de Thomas Sankara, le leader révolutionnaire assassiné en 1987 lors du coup d'État qui a porté Compaoré au pouvoir. Les événements ont atteint leur paroxysme le 30 octobre 2014 lorsque les manifestants ont envahi et incendié l'Assemblée nationale où devait se tenir le vote sur la révision constitutionnelle. Ils ont aussi assiégé le palais présidentiel et d'autres symboles du pouvoir. Face à la pression populaire et à la défection de l'armée, Compaoré a annoncé la dissolution du gouvernement et du Parlement, ainsi que l'instauration de l'état de siège. Mais ces mesures n'ont pas suffi à calmer la colère des insurgés qui ont continué à exiger son départ. Le lendemain, le 31 octobre 2014, Compaoré a finalement accepté de démissionner et de quitter le pays, se réfugiant en Côte d'Ivoire. Cette insurrection populaire a été saluée comme une victoire de la démocratie et un exemple pour les autres pays africains. Il a ouvert la voie à une transition politique dirigée par un président intérimaire, Michel Kafondo, et un premier ministre issu de l'armée, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. La transition a duré 1 an jusqu'à l'organisation d'élections libres et transparentes en 2015 qui ont porté au pouvoir Roch Marc Christian Kaboré. Toutefois, cette transition a été perturbée par une tentative de coup d'État, celui du général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Compaoré, qui prit en otage le président de la transition Michel Kafondo et le premier ministre Isaac Zida et plusieurs autres membres du gouvernement. Les putschistes annoncent la dissolution du gouvernement de transition et la création d'un conseil
Conseil national pour la démocratie promet d'organiser des élections inclusives dans un délai d'1 an. Ils justifient leur action par la volonté de préserver la cohésion nationale et de s'opposer à l'exclusion des partisans de Compaoré du processus électoral. La tentative de coup d'État provoque une forte réaction populaire qui se traduit par des manifestations massives dans tout le pays, notamment à Ouagadougou, la capitale. Les manifestants expriment leur soutien au gouvernement de transition et leur rejet du coup de force. Ils font face à la répression violente des putschistes qui tirent à balles réelles sur la foule. Le bilan officiel fait état de 14 morts et de plus de 250 blessés. La tentative de coup d'État échoue finalement face à cette pression populaire et par le concours d'une partie de l'armée. La question est de savoir quoi cette jeunesse burkinabé qui, hier, manifestait au prix de sa vie pour chasser un dictateur, puis des putschistes, se retrouve aujourd'hui à adouber des putschistes. Ce constat traduit en fait un sentiment d'échec du point de vue de la jeunesse d'un modèle démocratique qui ne permet pas le développement économique, la prospérité et la sécurité collective. Cette jeunesse comprend mal le double standard appliqué par la communauté internationale qui tolère des gouvernements illégitimes dans certains pays tout en condamnant des putschistes dans d'autres. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne dits démocratiques, on retrouve des chefs d'État qui manipulent la constitution pour se présenter pour un 3e mandat sur la base d'une interprétation fallacieuse des règles démocratiques. D'autres instrumentalisent régulièrement la justice de leur pays pour mettre en prison des opposants gênants ou pour les pousser à l'exil, dans le but ultime de les écarter de la course à la présidentielle. Ainsi, en excluant certains candidats, on empêche l'expression démocratique d'une partie de la population qui finit par s'exprimer de manière violente ou par des coups d'État. La République est un régime politique qui se caractérise par le fait que le pouvoir n'est pas détenu par une seule personne, mais par des représentants élus par le peuple. La République s'oppose à la monarchie, qui est un régime politique où le pouvoir est héréditaire et appartient à une famille royale. Par exemple, l'avènement de la République en France a eu lieu en 1792, après la Révolution française, qui a renversé le roi Louis XVI et mis fin à l'ancien régime. La Révolution française a été motivée par le désir du peuple de se libérer des privilèges de la noblesse et du clergé, qui bénéficiaient de droits et d'exemptions fiscales, et d'établir l'égalité devant la loi et les droits de l'homme. La République a permis de mettre fin aux privilèges de la monarchie à travers l'alternance politique, qui est le principe selon lequel le pouvoir change régulièrement de main selon les résultats des élections. L'alternance politique garantit que le pouvoir n'est pas monopolisé par une personne ou un groupe, mais qu'il est soumis au contrôle et au choix du peuple. L'alternance politique et la libre expression des opinions politiques permettent d'éviter la violence physique, car elles offrent des moyens pacifiques et démocratiques de résoudre les conflits et les désaccords. La libre expression des opinions politiques permet de critiquer son adversaire politique et peut être considérée comme une forme de catharsis. Chaque fois que la libre expression démocratique est empêchée, il ne faut pas s'étonner qu'elle réapparaisse sous une forme violente ou non démocratique. La deuxième raison pour laquelle on assiste à une recrudescence des coups d'État en Afrique subsaharienne est le besoin de souveraineté des peuples. La souveraineté a été utilisée pour la première fois en 1302 par le roi de France Philippe le Bel comme moyen de contestation d'un ordre papal. Par la suite, Jean Baudin a exprimé l'idée selon laquelle la souveraineté ne pourrait se concevoir que sous le prisme de l'expression d'une puissance absolue, d'une autorité suprême sur un territoire et sur une population, puissance qui par essence est indivisible, ne peut être partagée ou mise en balance. Ensuite est né le système international en 1648 au moment de la signature des traités de Westphalie qui mirent fin à la guerre de 30 ans, une guerre meurtrière en Europe, à la fois politique et religieuse. Ces traités ont notamment permis l'érection de l'État moderne comme unique acteur du système international parce qu'unique détenteur de la supériorité territoriale. Enfin, la souveraineté a été consacrée dans la Charte des Nations Unies qui mentionne en son article 2 le principe de l'égalité souveraine de ses membres. Cela suppose que les États ne peuvent être soumis en théorie à un ordre supérieur. Ils sont indépendants. Et c'est précisément parce que les États sont souverains qu'ils ont la capacité de décider librement de leur destin, d'avoir des relations avec les autres États, de défendre leur territoire, de nouer des alliances, de signer ou non des traités. La souveraineté est le fait pour un État ou pour un peuple de disposer de son propre pouvoir politique sans être soumis à une autorité extérieure. C'est un idéal qui a animé le mouvement de décolonisation en Afrique subsaharienne qui ont permis aux pays de la région d'accéder à l'indépendance à partir des années 1960. Toutefois, l'indépendance n'a pas toujours signifié la démocratie. De nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont connu des régimes autoritaires qui ont confisqué le pouvoir au profit d'une élite souvent issue de l'ancienne métropole coloniale ou d'une ethnie dominante. Ces régimes ont été marqués par la corruption, le népotisme, la répression, la violation des droits de l'homme et le sous-développement. Face à ces régimes, certains peuples d'Afrique subsaharienne ont exprimé leur envie de souveraineté en soutenant des coups d'État militaires qui promettaient de renverser des dictateurs associés à l'ancienne puissance coloniale
et d'instaurer des réformes politiques, économiques et sociales. Ces coups d'État ont été perçus comme des actes de libération et de justice qui permettaient au peuple de reprendre le contrôle de son destin. La troisième raison pour laquelle la jeunesse subsaharienne soutient les putschistes est la présence française dans ces pays. Tous ces pays sont des anciennes colonies françaises et les populations locales perçoivent la présence militaire française comme une ingérence néocoloniale de la France qui chercherait à défendre ses intérêts économiques et stratégiques au détriment des aspirations des peuples. Ces populations ressentent un mépris de la part de l'ancienne puissance coloniale qui ne tiendrait pas compte de leurs revendications sociales et politiques. Sans oublier la frustration et la colère face aux résultats décevants et aux conséquences négatives de l'intervention française qui aurait aggravé la situation sécuritaire et humanitaire, ou encore la méfiance et la suspicion à l'égard des actions et des intentions de la France qui serait accusée de soutenir ou de tolérer certains groupes armés ou certains régimes corrompus. Ainsi, l'impopularité des gouvernements africains ouvertement pro-français constitue un terreau favorable pour la prise de pouvoir par les armes. Cependant, quand on analyse l'histoire, les coups d'État n'ont pas toujours tenu leurs promesses en Afrique. Il faut bien le dire. Certains putschistes se sont révélés être aussi autoritaires et corrompus que les dirigeants qu'ils avaient renversés. D'autres ont été incapables de gérer des crises auxquelles ils étaient confrontés, comme la pauvreté, l'insécurité ou les revendications identitaires. D'autres encore ont été contestés par d'autres factions militaires ou par des mouvements populaires, entraînant une instabilité et une violence chronique. Le coup d'État de 1999 au Niger, qui a renversé le président Ibrahim Baré Maïnassara, accusé de fraude électorale et de répression, a été mené par le commandant Daouda Malam Wanké, qui a promis de restaurer la démocratie et d'organiser des élections dans un an. Mais le régime de Wanké a été critiqué pour son manque de transparence, sa corruption et son ingérence dans le processus électoral. Il a aussi été confronté à des rébellions touareg et à des tensions sociales. Wanké est mort en 2004 sans avoir réussi à stabiliser le pays. Le coup d'État de 2008 en Mauritanie, qui a renversé le président Sidi Ould Cheikh Abdallahi, élu démocratiquement en 2007, a été mené par le général Mohamed Ould Abdelaziz, qui a accusé le président de mauvaise gouvernance et de collusion avec les islamistes. Le coup d'État a été soutenu par une partie de la population qui espérait une amélioration de la situation économique et sécuritaire. Mais le régime d'Aziz a été marqué par la violation des droits de l'homme, la répression de l'opposition, la manipulation des institutions et la corruption. Aziz a quitté le pouvoir en 2019 après avoir tenté de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Le coup d'État de 2013 en Égypte, qui a renversé le président Mohamed Morsi, issu du mouvement islamiste des Frères musulmans, élu en 2012, a été mené par le général Abdel Fattah al-Sisi, qui a répondu à la demande de millions de manifestants qui dénonçaient l'autoritarisme et l'incompétence de Morsi. Le coup d'État a été salué comme une seconde révolution après celle de 2011 qui avait mis fin au régime de Hosni Moubarak. Mais le régime de Sisi s'est avéré être encore plus répressif et antidémocratique que celui de Morsi. Il a éliminé toute opposition, emprisonné des milliers de personnes, restreint la liberté d'expression et violé les droits de l'homme. Sisi est toujours au pouvoir en 2023, après avoir modifié la constitution pour prolonger son mandat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.